Merci, Monsieur le Président. Quand je vous écoute sur ces bancs de l'hémicycle, je repense à l'adage « qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt à le laisser en vie ». Pour justifier vos lubies, vous mentez sous respiration artificielle des combats gagnés depuis longtemps déjà. Vous agitez des menaces qui n'existent pas, des adversaires fantômes. La vérité, c'est que personne aujourd'hui dans le spectre politique ne menace la légalité de l'avortement ou son libre accès. C'est vous qui régulièrement, trop régulièrement sûrement, réactivez les débats sociétaux, probablement pour masquer d'ailleurs vos lamentables échecs sur le plan économique et en particulier sur la situation précaire de beaucoup de femmes et de mamans seules. La réalité, c'est que vous êtes des féministes ringardes, les dinosaures politiques d'un temps 68 arts révolu. Aujourd'hui, et c'est heureux, il serait temps de vous en rendre compte, les femmes peuvent voter, elles peuvent travailler ou ne pas travailler, elles peuvent se marier, elles peuvent divorcer, elles peuvent prendre des contraceptifs, elles peuvent avorter si elles le souhaitent. Ce qui est moins heureux, en revanche, c'est que beaucoup de femmes avortent pour des raisons économiques. 47% selon un sondage IFOP de 2010. Un choix subi auquel vous n'apportez aucune solution, vous n'en parlez même pas d'ailleurs. Non, Madame le Ministre, l'alternative à l'IVG, ce n'est pas uniquement, je vous cite, une grossesse non désirée menée à son terme. Cela peut aussi être une femme qui a le bonheur de pouvoir garder un enfant en évitant un avortement subi, parce qu'elle a su trouver l'accompagnement et l'encadrement nécessaires. Je vous le dis, et je le pense sincèrement, vous êtes la honte du combat des femmes. Obsédées par la couleur du cartable, le sexisme de la grammaire, le jouet rose des Kinder, la répartition du temps de vaisselle dans le couple. Complètement à côté de la plaque, complètement à côté des vraies menaces qui planent aujourd'hui sur la liberté des femmes. Je note votre silence coupable sur les 1200 femmes agressées sexuellement en Allemagne à la Saint-Sylvestre par les migrants, par exemple. Je pense à votre silence sur la charia, la loi islamique qui s'applique aujourd'hui dans certains quartiers de France et qui interdit aux femmes les libertés les plus élémentaires. Je comprends que ça vous gêne puisque votre grand champion, Benoît Hamon, voit dans ce grignotage islamiste la continuation du machisme franchouillard des ouvriers. Quel aveuglement coupable, pour ne pas dire complice ou peut-être même électoral. Votre aversion du patriarcat incarné par le mâle blanc hétérosexuel vous a conduit, beaucoup d'entre vous en tout cas, à la collusion avec toutes les minorités qui partageaient cette aversion avec vous, sacrifiant ainsi toute cohérence sur les idées et les combats. Féministes, islamistes, LGBT, même combat. Et c'est ainsi que celles qui se présentent aujourd'hui comme les garantes du droit des femmes à disposer de leur corps sont les mêmes à défendre leur soumission par le voile et leur marchandisation par les mères porteuses. N'est-ce pas, Madame Le Morton, par exemple? À ce sujet, serait-il possible de m'éclairer, Madame la Présidente de Commission, quand vous expliquez dans votre discours qu'un enfant souffre que des parents puissent parler de lui comme un accident, je cite, « Que suggérez-vous? Qu'il eût mieux valu qu'il fût avorté ?» Je ne comprends pas la suggestion. Va falloir m'expliquer. Parce que ne vous en déplaise, et je me permets cette impudeur parce qu'elle est de notoriété publique, vous avez devant vous un accident qui se vit bien et qui préfère aujourd'hui être devant vous à vous dire vos vérités plutôt que d'avoir été avorté. Alors enfin, puisque vous en faites le reproche aux hommes élus sur ces bancs, moi je suis une femme et je vous le dis, ce texte contre les femmes et contre la liberté d'expression, ce ne sera certainement pas en mon nom. Tragédie. Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà le fait qu'il y a une délinquance d'origine immigrée ultra-violente aujourd'hui que nous n'arrivons plus ni à cacher ni à canaliser. Et que moi, contrairement à Marine Le Pen, je n'amalgame pas avec l'islam. Au contraire. Je dis que quand les gens issus de l'immigration sont de pieux musulmans, leur système de valeurs les tient éloignés de la délinquance dans lesquelles les attire comment dirais-je, la dialectique de l'excuse permanente des éducateurs trotskistes et les mirages de la société à l'américaine, mammonique, communautaire, de bande. Vous voyez, ça, les deux pièges pour un jeune issu de l'immigration, c'est à l'inverse de l'islam et des valeurs, ce que j'appelle moi le monde des valeurs, c'est l'excuse tiers-mondiste, manipulée par un trotskiste, et la fascination pour le gain immédiat, violent, par le non-respect des valeurs, qui amène aux bandes ethniques américaines, etc., dont tout le système a fait la promotion à travers les groupes de rap minables, les Joe Star, etc., à travers effectivement toutes ces dialectiques de l'excuse. Il est immigré, donc délinquant.
comme s'il y avait un lien racial, je dirais, qui a été validé par toute la gauche. Donc c'est la première remarque. Hein. On est dans une période aujourd'hui où il est très difficile de cacher une catastrophe qui est la conséquence du regroupement familial, de l'idéologie du métissage, de la destruction d'un peuple, de sa cohérence morale et même ethnique, par une idéologie de la haine de soi, car là, la haine de soi nous est vendue en permanence par la France, peuple raciste, peuple colon, peuple collabo, etc. Nous payons aujourd'hui les prix de tout ce travail de destruction dont il faut désigner les coupables, hein, ce que je fais d'ailleurs assez clairement. Hein. Voilà. Nous avons de la violence ethnique en France, très grave, et là nous avons à un moment donné donc un type, il suffit de mettre son nom, son CV, d'ailleurs sa mère le désigne comme une ordure, hein. La mère qui elle est encore dans l'islam, dans les valeurs traditionnelles, et qui venait de sortir de prison et qui aurait dû y retourner, et là on envoie pour comment dirais-je, l'arrêter, démagogie féministe intégrale, et pareil, négation de toutes les valeurs de ce qu'on appelle les valeurs naturelles, d'une certaine manière. Ça, j'emprunte ce terme au catholicisme, hein, pas au rousseauisme. C'est-à-dire qu'un homme n'est pas une femme. Hein, et on envoie 2 gendarmettes, dont une mère de famille avec 2 gosses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce type, qui est alors on dit que c'était une force de la nature parce qu'il faisait 1m80 pour 90 kg. Je fais personnellement 1m87 pour 90 kg. Donc moi, il aurait fallu m'envoyer 3 gendarmettes si j'étais un délinquant. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a envoyé 2 petites gendarmettes, 2 petites bonnes femmes, 20 et quelques années, 30 ans, de mères de famille de 2 gosses, portant l'uniforme qui incarne, je dirais, l'autorité du père. C'est déjà des confusions, des inversions de valeurs qui, au niveau symbolique, sont très violentes pour un homme, je dirais, issu de sociétés patriarcales et traditionnelles. Hein. La femme incarne l'amour, elle peut être mère, religieuse, médecin, mais dès qu'elle est gendarme, flic, etc., ça pose des problèmes de représentation qui sont anthropologiques. Hein. C'est pas... Et donc, se faire arrêter par 2 petites bonnes femmes, c'est déjà très pénible. Vous le constatez quand vous subissez des contrôles routiers par des femmes en uniforme qui simulent le phallus en se prenant pour John Wayne parce qu'elles n'ont pas le phallus. Là, on en verra à Lacan. Hein, voilà, et avec ce côté grotesque et insupportable. Et surtout là, on est arrivé face à une réalité physique qu'une femme n'est pas un homme, c'est qu'elles ont été désarmées toutes les 2 par ce forcené et qu'il les a assassinées avec leurs propres armes. Se serait emparé de l'arme de service de l'une d'elles. Il aurait ensuite tiré sur cette gendarme et aurait par la suite tiré à nouveau sur le second gendarme qui prenait la fuite. Une scène d'une grande violence qui s'est déroulée sous les fenêtres des habitants du village. J'ai entendu les coups de feu quand je me suis mis à la fenêtre. Il n'y avait plus que le gars, le tueur, qui était par terre. Il cherchait sous les voitures. Il cherchait quoi? Il cherchait la gendarme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de nous faire croire que les femmes soldats, c'est la même chose que les hommes soldats, et que les femmes peuvent faire la même chose que les hommes dans le système traditionnel, on va dire, dans l'industrie primaire et secondaire. Dès lors qu'il faut de la force physique, c'est pas la même chose. Tous les militaires le savent. Or, il y a aujourd'hui une volonté de parité par la force liée à cette pensée maçonnique, cette pensée délirante qui est la négation et l'inversion de tout ce qui est évident, traditionnel et de bon sens. Un homme et une femme, c'est pareil. Un homosexuel et un hétérosexuel, c'est pareil. Un enfant, un adulte, c'est pareil. Un pédophile et un hétérosexuel, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on est dans ce monde de confusion, d'indifférenciation de toutes les valeurs, qui fait qu'en bout du compte, on a 2 femmes tuées dans des conditions atroces, avec une qui rampait sous une voiture et que l'autre a tiré comme un lapin avec sa propre arme qu'il lui avait arrachée. Et qui laisse 2 enfants orphelins. Enfin, je veux dire, voilà. Il faut arrêter avec ce mensonge et cette démagogie qui nous mènera jusqu'au bout du chaos, hein, qui est cette destruction de toutes les catégories anthropologiques, morales, qui sont liées à la tradition, à l'évidence, au monde de la verticalité, etc. Et ça, c'est l'exemple parfait. Et qu'on ne minimise pas cette affaire. Hein. Voilà, nous avons là l'entrée en collusion de 2 choses, les conséquences de l'immigration incontrôlée, droit du sol intégral, qui nous ont vendu ceux-là même qui pratiquent le droit du sang intégral pour eux-mêmes, car ils savent très bien ce que ça pourrait avoir comme effet très très néfaste sur leur capacité de, comment dirais-je, d'intégrité et de maîtrise d'eux-mêmes et donc de domination, ils le savent très bien. Voilà. Et de l'autre côté, le fait comment dirais-je, de confondre les genres, hein, et de dire que tout est possible, ce qui rejoint d'ailleurs à cette idée de sexualité de genre, qu'on choisit sa sexualité. On est toujours dans ces mêmes gloubi-glouba sataniques, délirants, voilà. Et qui fait qu'à la fin, il y a 2 morts. Hein, et qu'on ne nous dise pas, c'est un accident, ça ne remet pas en cause. Ce qu'on nous a dit, ça ne remet en cause. Ça remet évidemment en cause toutes ces conneries dont il faut qu'on sorte. Hein, voilà. Les hommes ne sont pas des femmes. Hein.
L'homosexualité n'est pas une sexualité normale, hein, voilà. Elle est une sexualité, selon l'ordre de la nature, dysfonctionnelle, puisque le but de la sexualité, c'est la reproduction. Et donc elle est culturelle, donc elle est culturelle, mais elle est anormale du point de vue que la norme, c'est le naturel. Hein, voilà. Donc tout ça, il faut quand même arriver non seulement à le dire, à avoir encore le courage de le dire, mais à le transmettre. Hein. On ne peut pas faire fonctionner une société humaine sur des absurdités permanentes, qui au début sont des stupidités mondaines, mais qui quand elles prennent le pouvoir deviennent des aberrations sociales mortifères. Hein. On n'est plus dans les conneries de dîner mondain, de lesbiennes chic et d'homo mondains, etc., que j'ai subi dans les années 90. On est maintenant dans une dictature politique de ces valeurs-là qui amène à des catastrophes sociales, hein, et mortelles. Hein, voilà, c'est clair. Hein, voilà. Donc, et comme par hasard, dernière remarque, tout ça est lié. François Hollande, pour bien montrer que le changement c'est maintenant, alors que c'est toujours du baratin, de l'habillage sociétal, dans une logique de destruction des valeurs. Hein. On a baratin social, maquillage sociétal, et toujours dans de la destruction de valeurs. Hein. C'est jamais positif. Qui nomme à la tête de sa sécurité une femme. Pour assurer à chaque minute la protection de François Hollande, le GSPR compte depuis ce matin 20 gendarmes et 40 policiers. Des gendarmes du GIGN habitués à protéger des hautes personnalités, diplomates ou militaires dans des zones de conflit comme l'Irak ou la Libye. Les super gendarmes seront placés sous l'autorité d'un lieutenant-colonel. Quant au GSPR lui-même, il sera dirigé par une femme, la commissaire Sophie Hatt, qui a déjà assuré la protection d'un autre socialiste, Lionel Jospin, lorsqu'il était Premier ministre. C'est-à-dire évidemment qu'une femme, effectivement, peut s'occuper de sécurité, de la même manière qu'un homme. C'est évidemment faux, et surtout ça nous vend des valeurs sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Hein. C'est faux, c'est malsain, et c'est dangereux, et ça amènera, ce que j'appelle toutes ces symboliques de mort, amèneront à la mort réelle, c'est-à-dire à l'effondrement total de notre civilisation, de notre société, dans un chaos de sang. Hein. Voilà, il faut bien le... Et on n'en est pas très loin. Hein. Par exemple de ce soir, et je vois ce titre renversant: les femmes sont l'avenir de l'armée de terre française. Non mais est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Qu'est-ce que sont les femmes? L'avenir de l'armée de terre française. C'est ça les femmes en 2000? L'avenir de la femme, c'est d'être dans l'armée de terre. L'avenir de l'armée de terre, c'est d'être un truc de femme. Mais on est devenu un pays mais d'un vertige complet, enfin. Moi, j'appartiens à une civilisation où c'est les hommes qui font la guerre et les femmes qui gardent les enfants, qui font les enfants. Mais bientôt, vous allez voir que c'est les hommes qui vont être obligés de faire les enfants. D'ailleurs, les homosexuels demandent à pouvoir les adopter. Et les femmes veulent aller faire la guerre. Mais c'est un pays de fous, c'est pas un pays d'abrutis. C'est bien plus grave que ça. Les femmes à Paris, évidemment, ça va m'amuser d'en parler avec Éric Zemmour, parce que c'est quand même, pour certains, c'est une marque de progrès, progressisme. Bien sûr. Ou pour d'autres, c'est carrément un non-événement, parce que justement, ben voilà, maintenant les femmes sont là, elles existent, il y en a beaucoup, et elles vont être majoritaires ou largement, peut-être même seules à Paris. Et je vous entends dire, bah oui, il y a beaucoup de femmes parce que le politique n'a plus beaucoup d'importance. C'est la marque de l'affaiblissement du politique. Bon, vous charriez un peu quand même. À la mairie, les femmes ou les maires, alors les maires AIRES et RES, absolument. Évidemment, ils ont du pouvoir quand même, non? Non, mais attendez, quel pouvoir elles ont? Non, mais écoutez-moi, il y a une concomitance. Alors après, moi, j'estime que c'est lié. On peut dire que c'est un hasard. Il n'empêche que vous aurez remarqué que aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a une montée de la présence féminine dans la vie politique, dans les classes politiques, encore plus d'ailleurs dans les pays du Nord, vous avez remarqué, et puis ça descend petit à petit vers les pays du Sud. Or, parallèlement, concomitamment, le pouvoir s'évapore du politique. Mais c'est aussi la progression de la société, tout simplement. Mais je sais que je connais votre thèse sur l'affaiblissement du politique, ça se discute. Mais c'est indépendant, c'est aussi une parité qui avance dans les différentes sociétés, et heureusement. Mais pas du tout. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Dans la finance, c'est infinitésimal, c'est marginal. D'ailleurs, les féministes m'ont beaucoup amusé en 2008. Elles ont dit s'il y avait eu des femmes dans la finance, il n'y aurait pas eu la crise. Donc, voyez, on ne peut pas dire tout et tout le contraire de tout. Donc, vous voyez, mais parce que je pense qu'il y a un lien. Alors là, on remonte à la nuit des temps entre le pouvoir et la virilité. Je pense que, en fait, les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi.
C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut le partager. Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Attention, il y a des exceptions. Hein, comprenez bien ce que je dis. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Ça serait plus exact de dire comme ça. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà, exactement. C'est plus précis de le dire comme ça. Et quand le féminin les valeurs domine, féminines, elles sont incompatibles avec le pouvoir. Elles sont incompatibles avec, oui, l'incarnation du pouvoir. Et alors, évidemment, il y a beaucoup d'hommes. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, en fait, les hommes politiques, pour la plupart, sont dans l'ordre du féminin. Vous comprenez bien. Ils sont dans l'ordre du social. En fait, les politiques aujourd'hui sont des grandes assistantes sociales. On va écouter. Éric Routhier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et éditorialiste à Challenge et vous venez de publier avec Nadia Lebrun, également journaliste, un livre sur Anne Hidalgo, notre maire de Paris. Le titre en lui-même, Notre drame, j'insiste sur le R, de Paris, donne le ton. Mère péremptoire, vindicative, rancunière, cruella, ce sont vos mots. Oui, il y en a d'autres. Mais vous savez, on n'a même pas besoin de mettre le nom d'Anne Hidalgo sur la couverture, ni à l'arrière. C'est tellement évident. C'est vrai. Je remonte votre livre. C'est tellement évident que voilà. Mais alors pourquoi tant de... Tant de haine, vous voulez dire? J'ai aucune haine. J'ose pas dire haine. Non, mais il n'y a aucune haine. Il y a une vraie surprise que les Parisiens et les Parisiennes aient laissé faire. Il y a 3 ans que ça dure maintenant. C'est vrai qu'elle ne correspond pas à l'image qu'elle veut se donner. Mais une gestion aussi gribouille, c'est une pétaudière, Paris. Sur plein de plans, on parlera sans doute de circulation, oui. Mais je veux dire, c'est un révélateur. Alors justement... C'est une pétaudière dans tous les domaines, et les Parisiens, on est étonné qu'il n'y ait pas eu de livre avant nous. Je veux dire, c'est incroyable. C'est vrai, c'est le premier livre. C'est quand même incroyable. C'est une ville superbe, Paris. C'est une ville où les tours opérateurs japonais nettoient eux-mêmes la place du Trocadéro. Oui. Alors, on va commencer par parler de la circulation. Donc, les Franciliens et les Parisiens rentrent de vacances et se voient confrontés au cauchemar de la circulation. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous nous dites qu'en fait, c'est pas tant la lutte contre la pollution qu'elle met en avant, mais qu'en fait, elle cherche, enfin, selon vous, pour reprendre le mot de Pompidou, à emmerder nos compatriotes. Mais pourquoi ? Intéressant, c'est une bonne question. C'est un mystère. C'est son univers mental, à mon avis, elle déteste les hommes de plus de 50 ans, qui ont un peu d'argent. Elle vit dans un univers de bobos. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent comme elle. Je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui... Et puis, il faut savoir qu'à Paris, les automobilistes sont très minoritaires, puisque la moitié... Un quart des électeurs, vous dites, c'est pas grand-chose. La moitié des Parisiens n'ont pas de voiture, et l'autre moitié ne s'en sert que le dimanche. Voilà. Donc, mais moi, c'est pas sur ce plan qu'on la critique. Un maire doit respecter ses minorités. La plupart des maires, quand ils sont élus, ils réunissent... Et là, elle est clivante, donc elle montre du doigt une catégorie qui est minoritaire. Et en fait, c'est quoi cette catégorie? Il y a un côté sociologique derrière. C'est quoi? C'est le bourgeois? C'est le bourgeois. On peut dire ça? Elle ne prononce pas le mot de quartier bourgeois, jamais. Elle dit les quartiers populaires et puis les autres territoires. Ça lui arrache la On l'a vu avec le logement, lorsqu'elle veut installer des tentes dans le bois de Boulogne. C'est une catégorie. Elle n'aime pas le bourgeois. Elle n'aime pas le bourgeois, elle est de gauche. Mais de gauche, ça n'a aucun sens. Elle est, d'ailleurs, sa gestion le prouve, elle est dans la gauche archaïque telle qu'elle était au début des années 80. Elle est totalement décalée par rapport à la société d'aujourd'hui. Alors, il y a un paradoxe chez Anne Hidalgo, c'est qu'il y a d'un côté une femme qui aime beaucoup la novlangue, alors le Paris, bobo, homo, écolo, on roule à vélo. Et puis de l'autre côté, il y a une maire de Paris qui doit faire face quand même à cette capitale qui est considérée par les touristes comme très très sale. Donc comment concilier l'image qu'elle projette et puis la réalité des trottoirs?
Non, alors il y a deux choses. Il y a d'une part le décalage complet entre sa méchanceté, parce que carrément la méchanceté avec les. Vous allez d'ailleurs jusqu'à dire qu'elle est cruelle. Hein. Oui, avec ses opposants. Donc elle nous, bien entendu, nous disqualifie. Nadia et moi sommes de droite, sommes racistes. Enfin, elle dit n'importe quoi. Donc une forme de méchanceté. Elle ne répond pas aux questions et une langue. Elle se dit d'avoir une langue monocorde, oui, elle ennuie tout le monde. Vous le dites souvent, au Conseil de Paris, c'est écrit par d'autres, c'est annonné. Quand il y a eu quand Macron a été élu le jour de l'investiture, elle a parlé, je crois, 17 minutes, lui il a parlé 9 minutes. Oui, je veux dire, il y a un côté, elle est bavarde, elle délaye, c'est un robinet d'eau tiède, et en même temps, avec une langue, je ne sais pas si on peut en parler, mais je veux dire, l'économie, il y a l'économie. Oui, alors répétez, il y a l'économie participative. Alors son économie, elle est participative, et les méchants, c'est l'économie qui est l'économie prédatrice, voilà, c'est ça. Oui. Paris. Oui, il y a les blancs, les noirs. Enfin, c'est ou blanc ou noir avec elle. Oui, c'est absolument. Mais le dialogue est toujours constructif. Toute conférence est citoyenne. Tout ce qu'elle organise, c'est éco-responsable. C'est ridicule. On est dans le ridicule. Alors Paris est une ville qui est une ville ouverte, inclusive, je ne sais plus, durable, innovante et bienveillante. Alors, moi je dis qu'elle est bienveillante avec les rats. Non mais c'est très bien. Non mais c'est n'importe quoi. Donc ce décalage est incroyable entre le côté gna et la dureté de sa politique. Alors, dans votre livre, Anne Hidalgo, pour votre livre, Anne Hidalgo a refusé de vous recevoir. En revanche, Bertrand Delanoë, qui est son mentor et à qui elle doit tout, lui a accepté. D'ailleurs, il y a certains non-dits qui sont intéressants dans ses réponses. Quelles sont leurs relations aujourd'hui entre Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë? Il a été chassé de la mairie, son bureau a été fermé, il n'a plus de... Il n'a plus. Et vous dites qu'elle ne le prend plus au téléphone. Voilà. Et lui, vous nous restituez ses réponses. Lui, il a soutenu Macron. Mais si on peut avoir les dessous un petit peu quand vous l'avez rencontré, il était comment à son égard? On le dit dans le livre, il faut l'interpréter en creux. Oui. Il ne dit pas de mal, mais il ne dit pas de bien. Il ne dit pas de bien, donc ça, et il dit ma responsabilité s'arrête à 2014. En revanche, il est assez clair sur le fait... Il conteste le fait qu'Anne Hidalgo dise qu'elle prolonge sa politique, notamment en matière de circulation. Il dit, moi, j'ai fermé les voies sur berge-rive gauche parce que il y avait un immense bas-port, qu'il n'y avait pas de commerce, que ceci, que cela. Mais la rive droite, j'avais mis des feux pour fluidifier le trafic, pour le diminuer, mais je ne serais pas allé jusque-là. Il dit même pas ça. Il dit ma responsabilité s'arrête. Je n'avais pas pris cette décision. Je ne sais pas si je l'aurais prise. Et quand on lui demande, mais est-ce que vous auriez bloqué Paris sans en référer au maire de banlieue, il répond, je ne réponds pas à cette question. Oui, il y a des non-dits, il y a des silences, effectivement. Alors évidemment, Anne Hidalgo vise sa réélection en 2020, mais en fait c'est pour mieux se présenter en 2022, puisqu'elle vise visiblement la présidentielle. Elle le dit. Voilà, bon. Elle le dit. Alors évidemment, face à elle, elle va retrouver Emmanuel Macron, qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Oui, et alors moi je pense que la bataille peut... Alors on dit que Benjamin Griveaux vise le poste et tout ça. Moi je pense... Enfin, nous pensons, avec Nadia Lebrun, que les choses pourraient se passer différemment, parce que cette politique folle d'emmerder 10 millions de personnes sur la base de 2 millions d'électeurs, les Parisiens, mais c'est comme ça, n'a aucun sens politique. Il n'y a pas de maire à Manhattan, il y a un maire à New York, il y a un maire du Grand Londres. Donc il faut que les décisions correspondent à l'électorat. Bon, donc moi je pense que la folie sectaire d'Anne Hidalgo, son mépris de la banlieue, je pense que ça porte en germe la création d'un maire du Grand Paris, ou en tout cas de regrouper au niveau du Grand Paris les transports et ce genre de décisions. Mais il faut voir que Anne Hidalgo a des pouvoirs que
François Hollande lui a donné encore la dernière loi votée, c'est pour accroître ses pouvoirs par rapport au préfet. C'est vrai que vous relevez ça. Elle avait une très très bonne relation avec. Enfin, il la craignait, non, visiblement. Oui, il la craignait. Oui. Il a fait sa carrière du début à la fin en tant que premier secrétaire, en tant que président de la République, pour des raisons que l'on ignore. Oui. Et ils continuent à avoir de bonnes relations entre eux? Je pense, oui. Oui. Parce que, à vous lire... Enfin, des bonnes relations, je ne sais pas, mais en tout cas, il la craint. Il la craint, oui, c'est ce... Voilà. Parce qu'à vous lire, elle se met à dos quand même ses amis, elle se met à dos beaucoup de gens. Elle s'est mis à dos Martine Aubry. Ah, mais surtout les femmes. Ouh là là. Oui, voilà. Oui. Pécresse n'est pas du mais de son bord. Ségolène Royal, c'est une haine absolue. Absolument, oui. Parce que l'une est dans l'écologie constructive, l'autre est dans l'écologie punitive. Ouais. Donc voilà. Mais Myriam El Khomri et les autres, on a ouais, donc elle va se retrouver seule à un moment, non? Oui, mais elle ose tout. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans votre livre, en fait, on a l'impression que les gens qui travaillent avec elle sont un peu terrorisés. Non, oui. Ils la craignent. Quand vous rencontrez le DIRCOM de la mairie de Paris et qui vous dit « mais vous vous rendez compte, à qui vous rendez compte ?» on a l'impression qu'il la craint quand même. Non, il la craint pas. Il a une sorte de dévotion. Il faut voir que la mairie de Paris. La mairie de Paris n'est pas c'est pas une ville. Paris, c'est une agence de communication. Oui. Combien de personnes pour la communication? Écoutez, 150, on n'en sait rien. Il y a la communication de la maire, une centaine, mais la communication de la ville, c'est plutôt. Il y a eu un audit, ils n'ont pas trouvé combien il y a de personnes, tellement c'est mal géré, tellement c'est... Sans parler de l'absentéisme, oui, ça c'est encore autre chose. 15%, mais l'audit qui a été fait n'a pas été capable de trouver le nombre de communicants. C'est une machine à... Cette mairie écolo est une machine à imprimer des papiers inutiles. Oui. C'est hallucinant, c'est vraiment... Avec d'ailleurs certaines formules à pouffer de rire, enfin, dans les communiqués, lorsque Anne Hidalgo est présentée comme la présidente des villes mondialisées à la tête de 650 millions de personnes. Et non, 600 millions de personnes qui font 65%, 25% du PIB mondial. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Trump, Poutine... Et Li Jinping, ils peuvent s'écraser. Je veux dire, c'est pas elle qui l'a écrit, mais je veux dire, à cet égard, elle a des flagorneurs autour d'elle qui sont bêtes. Je veux dire, c'est Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs. C'est-à-dire, les cons, ils osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ça, je vous laisse. Non, mais je le dis. Oui, vous le dites. C'est pas elle, c'est un communiqué. De la ville de Paris. Oui, vous le notez. Voilà. Alors dites-moi, elle n'a absolument pas voulu vous recevoir. Est-ce que vous savez depuis comment elle a réagi? Ah oui, elle réagit. Là, elle est un peu. Soit elle répond, et soit elle ne répond pas. Elle a choisi de ne pas répondre, et puis elle a répondu. Elle nous a traités de racistes, ce que vous dites, homophobes. Elle n'a pas dit homophobe, c'est ses adjoints qui le disent. Donc quand on n'a pas de réponse, on dit n'importe quoi. Je veux dire, tout ça n'a aucun sens. C'est même pas il n'y a même pas de critique droite-gauche. Moi, je ne suis pas de droite par rapport à quelqu'un de gauche. C'est des faits, c'est une enquête sur des faits concrets. Elle serait de droite, serait pareil, je veux dire. Mais donc cette espèce de clivage droite-gauche qu'elle veut instaurer n'a aucun sens. C'est pas du tout. Ça a été difficile de trouver des gens pour faire cette enquête, enfin des gens qui parlaient. Non. Non. Il y a ceux qui sont apparus et puis il y a des gens au sein de la mairie. Il y a beaucoup de off. Oui, au sein de la mairie, oui, absolument. Elle est détestée. Elle est détestée par le petit personnel surtout, c'est incroyable. Oui, ça c'est. Ouais. Et alors il y a une autre chose qui est quand même assez inquiétante, c'est le budget. Le budget de Paris, donc de la mairie de Paris. Oui. Mais je trouve ça hallucinant. L'endettement sur. Pardon, je me permets de vous couper, mais sur un budget de 8 milliards, l'endettement frise les 7 milliards. Pour l'instant, c'est 5,7, ça sera 7. Les 6 milliards, oui. Ça sera 7 en 2020. C'est inquiétant. La Cour régionale des comptes a dit qu'au-delà de 3 milliards, on allait dans le mur. Oui. Donc on est dans le mur depuis longtemps. Et je trouve, moi, incroyable que... C'est écrit dans l'opposition le dit, mais c'est relayé par personne, ça n'a aucun impact. C'est vraiment... Elle dépense 400 millions de plus qu'elle ne gagne chaque année, et surtout, il y a un truc qui est absolument scandaleux, c'est qu'elle a bouché, avec l'accord de Hollande d'ailleurs, ce qui est encore plus scandaleux, elle bouche les trous chaque année
en pompant la trésorerie des HLM sur les 50 prochaines années. Ah oui, c'est ce que... Oui, ça c'est... Oui, non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun revenu des HLM dans... Absolument. Voilà. Elle a gelé. Le successeur, il aura ses yeux pour pleurer, je veux dire. Ouais. Ça s'appelle de la cavalerie et c'est un pur scandale. Ouais. Mais personne, ça a l'air de déranger personne. Donc c'est vraiment une gestion invraisemblablement laxiste. Alors là-dessus, les JO, si jamais Paris les a, ça peut être une façon de faire rentrer. C'est bénéfique pour. Non, c'est neutre. La ville n'a pas les moyens de les payer. De toute façon, c'est pas elle qui les payera. C'est bon, c'est très bon pour, surtout pour la Seine-Saint-Denis d'ailleurs, parce que le village est à Seine-Saint-Denis. Oui. Il y a une piscine. Oui, donc il va y avoir des infrastructures. Ça va être au bénéfice. Seine-Saint-Denis qui va en profiter. À Paris, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Mais de toute façon, là, on a fait les ramasse-miettes parce que ça a été refusé par Hambourg, Budapest et d'autres. Oui, c'est ce que vous dites. En fait, il ne reste plus que Paris. Et puis, alors, ce qui est vrai, c'est qu'elle attend, là, vous me disiez qu'est-ce qu'elle va réagir, elle attend parce qu'elle pense que le 13 novembre, elle va faire un grand coup de com' pour se refaire la cerise. Mais, ça tombe à l'eau, tout le monde sait qu'on va avoir les Jeux Olympiques, c'est acquis. En plus, Macron va tirer la couverture à lui aussi. Donc son coup de rebond, je vais rebondir contre ce bouquin avec les jeux, c'est d'avance, c'est perdu d'avance. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Éric Routhier, et évidemment, on vous conseille de lire ce livre où on apprend beaucoup de choses. Merci. Au revoir. Merci. Et c'est quelque chose qui n'augure pas de l'avenir. Hein. Ça traduit peut-être ce que c'est que la vision politique d'une femme. C'est-à-dire c'est une vision sans phallus. C'est-à-dire que pour une femme, prendre le pouvoir, c'est négocier avec celui qui l'a. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. En fait, il faut bien distinguer le féminisme de la femme et de la féminité. Hein. Le féminisme, c'est un mouvement politique qui, un peu sur le modèle du marxisme, qui prétend que l'histoire, c'est la lutte des classes. Là, il prétend que l'histoire, c'est la lutte des sexes. Et qu'en fait, le but de l'histoire, c'est de libérer les femmes de l'oppression qu'elles subissent de la part des hommes. Donc c'est une vision du monde que j'appelle moi un communautarisme victimaire, c'est-à-dire effectivement il y a un côté monodéterministe, c'est-à-dire les femmes sont aliénées par les hommes et il faut qu'elles se libèrent de l'oppression masculine. C'est la première définition sérieuse du féminisme. On manipule les revendications féministes qui sont souvent légitimes, enfin de libération des femmes, pour en réalité les mettre au service de la société marchande et de la société du salariat, ce qui est la même chose. Parce que de toute façon, pour acheter, il faut un salaire. C'est-à-dire, en fait, on s'est servi des revendications féministes d'émancipation pour mettre les femmes au travail salarié, pour en faire des travailleuses salariées et des consommatrices. Hein, c'était en deux temps. À partir de quel moment considérez-vous que l'histoire du féminisme a été une sorte de l'histoire du refus du féminin ? Parce que c'est ça ce que vous dites aujourd'hui. Le féminisme contemporain, c'est le refus du féminin. Alors, il faut aller à l'origine de ce processus pour bien le comprendre. L'origine, c'est la seconde vague, les années 70, et ce combat, donc vous parliez de la dimension économique, mais le cœur du combat féministe dans ces années-là, c'était surtout affranchir les femmes de la tyrannie de la nature, faire en sorte qu'elles ne soient pas soumises, comme elles l'étaient depuis tant de siècles, à leur cycle et à leur nature procréatrice. Et surtout la maîtrise de la maternité, c'est Absolument. surtout ça. Qui d'ailleurs, vous expliquez, est devenue une affaire non plus seulement féminine, mais de couple. Là aussi, il y a peut-être une identité partagée. C'est très très important de le repérer, c'est-à-dire que je crois que les femmes sont vraiment libérées du poids qui était celui qui pesait sur leurs épaules, celui du renouvellement des générations. Aujourd'hui, les projets d'enfants se partagent entre les hommes et les femmes, parfois en couple, hétéro ou homosexuels, parfois seuls, et c'est très important de le repérer. Donc ce premier moment qui consistait à affranchir les femmes en quelque sorte de leur corps, en tout cas dans sa dimension procréatrice, il a nourri la réflexion jusque dans la troisième vague et il s'est accompagné curieusement d'une certaine forme de dévalorisation de ce corps féminin, parce que le corps était bel et bien le lieu par excellence de la domination masculine. Qu'est-ce que vous appelez la dévalorisation du corps féminin ? Eh bien, cette propension du féminisme à considérer que tous les sujets qui ont trait à la corporéité féminine, à savoir les relations amoureuses et sexuelles, la question de la maternité, mais aussi la question du rapport à soi, à
à l'image de soi, tous ces domaines sont en quelque sorte suspects parce que trop proches de la soumission à l'ordre du monde dominé par les hommes. Je crois qu'aujourd'hui, concrètement, les femmes ne vivent pas leur corporéité comme un asservissement. Je crois, comme je le disais, qu'elles sont libres dans cette dimension-là aussi et qu'il est temps de reconsidérer ces dimensions de façon plus positive et de les intégrer dans une réflexion féministe. Votre nouveau féminisme ou néo-féminisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas ça dépote, parce que votre définition, on peut dire que c'est quoi? Emmerder le monde et être fière, agressive et courageuse. Oui, c'est ce que dit Despentes. C'est vrai qu'on a eu envie de faire ce bouquin après avoir lu le livre de Despentes qui est paru l'année dernière, qui s'appelle King Kong Theory. Ouais, bien sûr. Et elle dit ça, elle dit, voilà, pour moi être féministe et emmerder le monde, être fière, courageuse, être vulgaire, être forte, être grossière, être virile. C'est aussi ça le nouveau féminisme. C'est une contribution, disons, à la pensée féministe. On n'a pas on ne crée pas non plus un nouveau féminisme, mais on essaye effectivement d'aller du côté de ce qu'on appelle la virilité, c'est-à-dire prendre un peu au mec ce feu sacré de la virilité. C'est quoi être viril? C'est avoir une grande gueule, c'est boire, fumer, parler, s'emparer de la chose politique, parler toute la nuit, rouler sous la table pour des idées. Pourquoi vous faites cette tête-là, Fabrice Guignon? On a l'impression que vous êtes estomaqué, abasourdi. Vous allez prendre le peu qui leur reste, hein, parce qu'ils sont tellement, il reste plus rien, mon chéri, je t'assure, ils sont en fin de piste. Oui, hein. non, mais alors c'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout dans un combat contre les mecs et dans une haine des mecs. On est un peu, justement, ce que dit aussi Virginie Despentes dans son livre, c'est tous ensemble, c'est-à-dire justement cette virilité-là, partageons-la tous ensemble, les hommes et les femmes, voilà, que les mecs se féminisent, que les femmes se virilisent, faisons un petit peu circuler, et aussi faisons circuler le ventre et la tête, puisque vous vous dites, voilà, les femmes sont merveilleuses parce qu'elles sont du côté du ventre, elles enfantent, etc. Puis les hommes, c'est le cerveau. Moi, je serais pour qu'on sorte un peu de cette partition naturaliste. L'utérus artificiel pourrait nous y aider, par exemple. Les femmes pourraient n'être plus que des cerveaux, les hommes pourraient louer des utérus pour faire des enfants. Voilà, Je ne comprends pas. Which was a place in the Polish theoretical physics Olympiad, the first place of women, of girls. I can tell you, 800. Do you know how many women are in the first 100 of chess players? I tell you, no one. And of course, women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Explain that again. What's the question? Just explain what you just told me. No, you need to explain the question because they're not going to know what you're talking about. Yeah, you explained it quite well. Explain how you told me just then. The big brother is 4 years old. Mm-hmm. The little brother is half of his age. Mm-hmm. So that makes him 2. Mm-hmm. How old would the big brother be? How old would the little brother be when the big brother's 100? Yeah. Be 50. No. Why? Why is it not 50? No. So, right, one more time. The big brother is 4 years old. The younger brother is half his age. So he's 2. Yeah. How old will the little brother be when the big brother's 100? 50. What? No, why? Because you said the little brother is half the big brother's age. Yeah. So when the big brother's 100, he's going to be half 100, which is 50. Ow. Because half of 100 is 50. Yeah, you're right. So that means he's going to be 50 years old. Right, so one more time. One more time. Okay. Right, the big brother is 4 years old. The little brother is half his age. So he's 2. Yeah. How old will the little brother be when the big brother's 100? 50. Oh my God. Well, explain to me then. Okay. It'll be 98. No, that doesn't make sense, though. Why? You think you got this wrong? Why? So the big brother's 4, so the little brother's half his age. Which is 2. Yeah. So when the big brother, as they I get it. keep aging,